Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous pourrez sans doute vous en rendre compte, cette intervention n'a pas été filmée directement dans le cadre de la journée d'études, puisque nous avons dû la couper pour des questions de temps, mais il nous paraissait très important quand même de pouvoir restituer un peu le travail que nous avons pu mener dans le cadre de cette journée d'études pour faire cette intervention, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la réenregistrer a posteriori et de l'intégrer à la rediffusion de la journée sur Internet. Alors, on a pu voir déjà tout au long de cette journée comment les différents acteurs patrimoniaux, que ce soit les institutions, les universitaires, les associations, les collectifs militants, s'attachent au quotidien, depuis de nombreuses années d'ailleurs, à intégrer les sujets en lien avec les questions LGBTQIA+, à leurs activités et à faire reconnaître les récits minoritaires comme une part intégrante du patrimoine collectif. Nous avons eu aussi l'opportunité de voir qu'il était très important d'intégrer les publics, les personnes concernées à cette démarche portée par les institutions, notamment pour garantir l'équité et la véracité des récits et des images qui sont mises en avant. Et nous souhaitions donc, dans ce dernier temps, qui aurait dû conclure la journée, parler de la manière dont les institutions intègrent ces réflexions, ces nouveaux sujets à leur pratique professionnelle, avec une idée de mise en adéquation entre le discours qui est porté vers l'extérieur et les pratiques professionnelles en interne, qui finalement est un sujet assez fréquent, un sujet en tout cas qui concerne toutes les questions de responsabilité sociale des organisations, ou l'écologie par exemple, mais qui sur les sujets d'inclusivité et de minorité, d'identité de genre et d'orientation sexuelle est tout particulièrement intéressant et important. Cette intervention, elle part aussi d'un constat qui est qu'être une institution culturelle ne prémunit malheureusement pas des discriminations, contrairement peut-être à ce que le sous-titre laissait entendre, mais d'un rapide panorama qui vise à donner un certain nombre de clés de lecture aux professionnels en poste, aux futurs professionnels qui pourraient être amenés à travailler sur ces questions au sein de leurs institutions. Mais même, voilà, ces questions s'adressent en réalité à tous les milieux professionnels et en réalité, nous souhaitions initialement faire intervenir une association qui aurait été déjà habituée au travail en milieu culturel. Il se trouve que nous n'en avons pas trouvé spécifiquement travaillant dans le secteur de la culture et puis que, en réalité, le format d'intervention des associations dont on vous parlera plus tard est plutôt un format de workshop qui dure un peu plus longtemps. Donc, on a fait le choix nous-mêmes à trois voix de s'exprimer et de composter un certain nombre de ressources qui pourront être utilisées et approfondies en autonomie par les personnes qui verront cette journée. De se plonger un peu plus sur les ressources, sur les éléments de, de rapport qu'on a pu réunir. On voulait tout d'abord définir ce qu'étaient les LGBT-phobies et notamment les rapports qu'elles peuvent avoir face à la loi. Donc les LGBT-phobies sont les comportements anti-LGBT ou ce qu'on appelle LGBT-phobie, qui sont des attitudes hostiles à l'égard des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les LGBT-phobies ne se réduisent pas seulement au comportement homophobe, c'est plus largement des actes et des agissements de haine et de discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et toutes les autres personnes qui peuvent entrer dans le sigle LGBTQIA+. Ces discriminations ont un impact direct sur les personnes LGBTQIA+, et elles peuvent aller des microagressions, comme par exemple de simples plaisanteries ou des remarques, jusqu'aux cas les plus graves, comme les harcèlements, en passant aussi par des plafonds de verre qui différencient les salaires et ou les avancements des agents et des agentes dans les institutions. Certaines catégories LGBTQIA+, peuvent par ailleurs cumuler plusieurs discriminations et il est vraiment très important d'avoir à l'esprit ces cumuls qui ne font que rajouter un poids supplémentaire, des difficultés supplémentaires et des inquiétudes, des angoisses supplémentaires sur les personnes concernées. On pense notamment aux personnes lesbiennes qui souffrent à la fois de lesbophobie et de misogynie, ou encore des femmes trans issues de l'immigration qui, en plus de subir de la transphobie et de la misogynie, sont aussi confrontées au racisme. Donc une double peine pour les personnes lesbiennes, une triple peine pour les femmes trans issues de l'immigration.
Donc, loin d'être une simple blague ou une opinion même, ces discriminations sont condamnées par la loi. Elles sont notamment définies depuis la loi de 2012 qui définit les discriminations selon 23 critères, parmi lesquels l'orientation sexuelle et l'identité de genre, que vous avez donc à l'article défini à l'article 225.1 du Code pénal. Euh, les actes et les paroles LGBT-phobes sont donc des délits qui sont condamnés par la loi, en plus de constituer aussi des circonstances aggravantes, et elles peuvent conduire donc à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende pour une personne physique, et 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende quand un agent ou une agente publique refuse de fournir un service ou un bien dans un lieu accueillant du public, ou en interdisant l'accès à une personne. Une des formes de discrimination est le harcèlement discriminatoire, qui est interdit par l'article L 1152.1 du Code du travail, et qui, contrairement au harcèlement moral dont on est plus familier, ne se fonde pas sur la répétition, mais sur l'agissement, le propos ou attitude discriminant. Tout agissement, bon, il est défini comme tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés, et tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, peut être défini comme un harcèlement discriminatoire. Contrairement au harcèlement moral, du coup, qui demande, lui, une répétition de faits pour être caractérisé, un fait unique peut suffire pour désigner le harcèlement discriminatoire, d'après la décision du défenseur des droits que je vous ai affichée à l'écran. Une autre forme de conséquence des LGBT-phobies est un risque concernant le respect de la vie privée. C'est une des conséquences possibles d'actes LGBT-phobes qui peuvent conduire à l'outing, ou ce qu'on appelle en fait le dévoilement de la vie privée d'une personne LGBTQIA+, pour son identité ou son orientation sexuelle. Or, l'article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, et il est appuyé par une décision cadre du défenseur des droits numéro 2020-136, que l'identité de genre notamment correspond à l'expérience intime et personnelle de son genre vécu par chacun et chacune, indépendamment de ses caractéristiques biologiques. Le défenseur des droits tient à souligner que l'identité de genre comme les parcours de transition sont propres à chacun et chacune et relèvent de la vie privée et intime des personnes. Donc, non seulement c'est un outing de l'identité d'une personne peut conduire à révéler sa vie privée, mais parfois elle n'est pas le fait d'un acte LGBT-phobe, elle peut aussi être le résultat de situations administratives mal anticipées qui peuvent mettre en danger ou compliquer les démarches ou le quotidien des agents et des agentes. C'est notamment le cas quand on a une absence de procédure pour l'utilisation d'un nouveau prénom d'usage au lieu du prénom de naissance pour les personnes trans. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui la possibilité de créer une identité en interne si les changements d'état civil, donc les prénoms et la mention de genre, n'ont pas encore été faits. Et donc, il est possible, au sein même de l'institution, de prévoir une procédure en parallèle pour pouvoir faire en sorte que le prénom et la mention de sexe ne soient pas sur les documents non officiels ceux de l'état civil. C'est notamment possible grâce à la décision du défenseur des droits 2015-228 du 6 octobre 2015 qui détermine que les mentions, notamment de Madame, Monsieur, ne sont pas des éléments d'état civil et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'en faire usage. Et donc la civilité doit être adaptée à l'identité de genre à la demande ou à la demande de l'agent ou de l'agente, être supprimée quand cela est possible. Pour prendre un autre cas de situation administrative mal anticipée, euh, l'association L'Autre Cercle a fait le constat que 33% de femmes lesbiennes et bisexuelles renoncent à prendre un congé parental après l'accouchement de leur partenaire, notamment par crainte d'être discriminées, moquées ou jugées, sitôt que leur orientation sexuelle serait connue de la direction des ressources humaines, de leur hiérarchie ou de leurs collègues. Euh, Ça montre bien que la stricte confidentialité dans le domaine des ressources humaines est un point clé du bien-être des agents et des agentes,
en plus de participer à la lutte contre les LGBT-phobies dans le respect de l'article 9 du Code civil. Tout cela va bien sûr dans le sens de l'obligation de sécurité qui pèse sur les employeuses et les employeurs privés comme publics, qui sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et des agents publics. J'ai mis la liste des lois qui sont concernées, et ce qui montre bien que la lutte contre la LGBT-phobie fait entièrement partie de cette obligation de sécurité, et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Il y a une nécessité pour les administrations de s'en emparer et de faire en sorte que leurs agents et leurs agentes aient un dispositif administratif à même de répondre à leur situation personnelle et individuelle. Alors, où en est-on en 2024 sur les questions de discrimination et de bien-être des personnes LGBTQIA+, au travail? On a la chance d'avoir les résultats extrêmement récents du baromètre, qui est un baromètre biennal réalisé par une association dénommée L'Autre Cercle, qui a donc en 2024 effectué un nouveau baromètre, un baromètre réalisé auprès de 50 000, plus de 50 000 professionnels, des professionnels provenant d'organisations qui ont signé la charte d'engagement L'Autre Cercle, mais aussi un certain nombre de professionnels LGBTQIA+, ou non, appartenant à des entreprises, des organisations publiques diverses et variées, et qu'on est venu interroger de plusieurs manières sur ces questions-là. Alors, ce qu'on constate de manière générale dans ce baromètre, c'est quand même une amélioration des résultats sur à peu près tous les sujets qui ont été investigués par l'association. Une amélioration qui, du coup, traduit quand même un engagement progressif des acteurs professionnels, quels qu'ils soient, en faveur de la sensibilisation de leurs équipes, en faveur aussi d'une meilleure inclusivité sur le lieu de travail, mais on garde quand même un certain nombre de statistiques inquiétantes ou en tout cas problématiques sur certains points. Le premier point, c'est que la majorité des agents et agentes LGBTQIA+, ont 53% en l'occurrence, ont déjà entendu des remarques homophobes ou transphobes sur leur lieu de travail, avec un écart de 15 points par rapport à ce que déclarent leurs collègues non LGBTQIA+. Et donc, on a voilà, un écart entre ces deux expériences déclarées qui montrent aussi que on peut avoir une tendance à une forme de minimisation, alors consciente ou parfaitement inconsciente, hein, c'est aussi le concept de l'internalisation d'un certain nombre de préjugés, de biais. Mais voilà, on voit que la perception de la violence qui peut se dérouler sur le lieu de travail n'est pas nécessairement la même, en tout cas pour les violences verbales, entre des agents et agentes LGBTQIA+, et des agents et agentes non LGBTQIA+. De la même manière, un tiers des agents et agentes LGBTQIA+, ont déjà subi personnellement une agression physique ou verbale sur leur lieu de travail, et un quart estime avoir été discriminé dans le cadre de leur avancement ou de leur promotion en interne au sein de leur organisation professionnelle. Euh, dernier, Dernière statistique intéressante sur ce sujet, c'est la question de la visibilité des agents et agentes. On voit alors la visibilité globalement progresse, c'est-à-dire que voilà, les agents et agentes ont moins peur qu'avant ou sont peut-être plus ont là une possibilité un peu améliorée voilà, de partager un certain nombre d'éléments relatifs à leur vie privée, à leur vie personnelle, à leur identité de genre sur leur lieu de travail, mais avec quand même une différence assez notable entre ce qui se déroule à un même niveau hiérarchique entre des agents et ce qui se déroule entre l'agent ou l'agente et ses supérieurs hiérarchiques. Et ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que ça traduit une forme de peur de représailles ou de discrimination accrue, comme on vient d'en parler. Et ça montre aussi que dans la relation de pouvoir au sein d'une organisation professionnelle, se joue la crainte de la reproduction de la violence qui peut être vécue par un individu au quotidien. Et donc, c'est un point d'attention très important pour les managers. À présent, vie privée ou santé publique, je pense que
On a tous probablement entendu autour de nous, alors des personnes qui ne se définissaient pas nécessairement comme LGBT, un peu rapidement, oui, mais c'est un milieu professionnel. Sur le lieu de travail, on n'a pas à parler de son identité, on n'a pas à parler de sa vie privée, on n'a pas à faire de militantisme non plus. Mais en réalité, de nombreuses situations usuelles dans la vie professionnelle, alors que ce soit la pause de congé, des événements du comité d'entreprise, des événements ou des actions de communication interne, de communication externe, mais aussi par exemple des temps conviviaux qui peuvent impliquer les conjointes, les conjoints. Voilà, énormément de situations renvoient en fait à des éléments d'identité personnelle, renvoient à des éléments de vie privée qu'on ne cherche pas nécessairement à amener sur le lieu de travail, mais qui nécessairement vont être mis en jeu à un moment. Et si le cadre professionnel n'est pas perçu comme inclusif et bienveillant, le partage ou au contraire la dissimulation de ces informations qui sont évidemment plutôt relatives à la vie privée peut constituer une charge mentale et une source de souffrance pour les agents et les agentes. Cette charge mentale, elle est liée à la pression sociale, à la crainte des violences, une forme parfois de violence internalisée aussi, et elle entraîne un risque psychosocial accru qui fait écho aux risques psychosociaux déjà connus par les personnes LGBTQIA+, qui sont notamment voilà, des personnes, comme vous pouvez le voir à l'écran, 2 fois plus susceptibles de commettre une tentative de suicide, 1,5 fois plus exposées à la dépression, aux troubles anxieux. Donc voilà, on est face en tant que manager ou en tant que simplement que personne qui travaille, on peut être amené à interagir avec des agents et agents LGBTQIA+, qui ont un seuil de sensibilité pour des questions de vécu personnel qui est parfois plus élevé que d'autres agents. Et donc, c'est très important d'adapter le seuil de sensibilité qu'on peut avoir nous-mêmes au seuil de sensibilité de l'interlocuteur pour être sûr que la personne en face de nous se sente à sa place dans son environnement professionnel et que ça n'entraîne pas de souffrance. Donc sur ces premières préconisations finalement avancées par Simon, donc après avoir dressé cet état des lieux et ces différents enjeux, donc il s'agit de se demander comment agir, quelles sont les ressources et les actions à mettre en place pour favoriser l'inclusion et le bien-être des personnes LGBTQIA+ au travail, dans les institutions patrimoniales, mais finalement aussi dans tous les autres environnements. Je tiens à ressouligner que les institutions, nos institutions patrimoniales, quelles que soient les spécialités, sont des environnements de travail comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on est dans le milieu culturel qu'il faut mettre de côté ces actions, d'autant plus que finalement, ces institutions bénéficient d'un haut degré de confiance dans nos sociétés et qu'elles ont d'autant plus comme mission d'assurer une exemplarité à cet égard. Euh, donc, avant d'évoquer ce qui est fait dans les institutions culturelles, donc il s'agit d'abord de souligner qu'il y a bien évidemment des mesures étatiques à l'égard de cette lutte contre les discriminations et de cette favorisation de l'inclusivité qui sont portées notamment par la DILCRA. Donc cette délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et depuis 2016 contre la haine anti-LGBT. La DILCRA qui se fait porteuse du plan national d'action pour l'égalité des droits contre la haine et la discrimination anti-LGBT. Donc, il y a eu un premier plan en 2020-2023 au bénéfice des usagers du service public et des agents publics. Et nous entrons à présent dans le nouveau plan national, donc pour 2023-2026, qui se marque notamment par une part très importante donnée à la formation des agents et des personnels. Sachant que, si moi, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Ces plans se sont notamment matérialisés le 20 juin 2023 par une circulaire qui est relative à leur mise en action et qui se centre sur la prévention des discriminations et la favorisation de l'inclusion, notamment sur les questions de l'adaptation des formulaires administratifs pour inclure les familles homoparentales, mais aussi pour faciliter les parcours de transition qu'a évoqué Orphée quelques minutes auparavant et pour une meilleure prise en compte de la diversité des agents publics. Donc, au niveau, Simon, tu peux revenir en arrière. Merci. Euh,
Au niveau des institutions culturelles, donc au niveau des institutions culturelles qui dépendent de l'État, donc au niveau du ministère de la Culture, il y a une action assez forte qui est mise en place donc, depuis ces années 2016-2017. En 2017, le ministère de la Culture a obtenu les 2 labels diversité et égalité professionnelle de l'AFNOR, qui permettent, donc un label qui correspond à un cahier des charges qui permet de structurer et de développer les actions du ministère de la Culture en cohérence avec ses engagements en matière d'égalité et de diversité, et qui a un rôle de levier de prise de conscience et d'incitation. Sachant que le ministère de la Culture incite les institutions culturelles à également se faire labelliser. C'est par exemple, parmi les premières institutions, il y avait Universcience qui a depuis développé plusieurs actions au sein de ces institutions et qui diffuse notamment des fiches pratiques pour l'accompagnement des transitions de genre, etc. Le travail du ministère de la Culture à l'égard de la lutte contre les discriminations LGBTQIA+, s'incarne également dans la mission Égalité, diversité et prévention des discriminations, qui mène un travail solide, donc qui est axé d'abord sur l'égalité homme-femme, mais qui intègre aussi les thématiques LGBT, qui travaille avec des associations, qui publie des brochures, notamment par exemple accompagner le changement d'identité de genre au ministère de la Culture, qui est aussi une entité ressource à solliciter pour accompagner des événements comme cette journée d'études. Et qui a récemment développé un projet en partenariat avec des musées. Excusez-moi, je perds mes notes. Mais voilà, sur ces objectifs et dont un bilan devrait être publié cet été. Donc encore d'autres ressources à venir finalement. Euh, et on peut passer à la slide suivante et celle d'après, s'il te plaît, Simon. Encore celle d'après. Et donc, à travers... Non, celle d'avant, pardon. À travers la mission, donc le ministère de la Culture est également signataire de la charte d'engagement LGBT+, de l'association L'Autre Cercle, donc qui est une association LGBTQIA+. Euh, blablabla. Pardon. Donc, c'est une charte qui offre un cadre et un guide pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation en entreprise et en institution, qui a été lancée en 2013 et qui, depuis 10 ans, a été signée par plus de 250 organisations publiques ou privées. Donc, les entités patrimoniales ne sont pas des signataires directs de cette charte, mais on compte à la fois des signataires donc, du côté des structures étatiques avec le ministère de la Culture et du côté territorial, avec un nombre croissant de collectivités, même si elles sont très recentrées sur l'Île-de-France. On compte quand même les villes de Toulouse, d'Avignon, de Paris, de Fontenay-sous-Bois, de Dijon, etc. Mais aussi des départements et la région Île-de-France. Et on constate un impact visible de cette signature sur les discriminations. Le baromètre de 2024 évoqué par Simon a montré que les employés qui travaillaient dans un organisme signataire de la charte ou dépendant d'une collectivité signataire de la charte sont plus nombreux à considérer que leur environnement de travail est beaucoup plus LGBT-friendly et qu'ils subissent aussi moins de menaces et d'agressions. Donc, c'est une charte dont vous avez voilà, différentes actions concrètes citées sur la slide du PowerPoint. Euh, on peut aussi souligner du côté des musées qui dépendent du ministère des Armées que des musées et autres, pardon, excusez-moi, des formations professionnelles, parmi les institutions patrimoniales qui dépendent du ministère des Armées, que ce ministère a aussi développé un vade-mecum du changement de genre dès 2016, une plaquette aussi sur cette question a été diffusée dès 2018. Donc il y a voilà, plusieurs actions au niveau des ministères. Du côté des collectivités territoriales, on peut noter que sur les dernières années, plusieurs collectivités ont aussi développé leur propre charte ou convention locale. Donc, il y a le cas de Lyon. La métropole a signé une convention locale de lutte contre les violences LGBT-phobes en 2020. Ou par exemple Lille, qui a mis en place un plan de prévention et de lutte contre les discriminations LGBTQIA en fin 2021, avec un fort accent sur la sensibilisation des agents également. Donc,
il est bon, lorsqu'on dépend de collectivités, de se renseigner sur ce que les collectivités ont mis en place et de s'appuyer finalement sur ces initiatives dans nos différentes institutions. Lorsque nos collectivités ou les collectivités desquelles on dépend n'ont pas forcément mis en place d'action, on peut aussi se référer aux diverses plaquettes, guides qui sont disponibles. Il en existe quelques-uns dans le milieu spécifiquement patrimonial. On peut passer à la slide suivante. Dont par exemple le guide de l'ICOM qui est sorti en décembre dernier sur la question de l'inclusion trans dans les musées, les galeries, les organisations d'archives et les institutions patrimoniales de manière générale. Donc, un certain nombre de ressources et d'actions, de chartes sont donc en place, mais il convient quand même de souligner qu'il ne s'agit pas, donc si ces cadres légaux et ces chartes sont nécessaires, leur mise en œuvre de façon active et pérenne est le point crucial. Donc il appartient à chacun et à chacune dans son environnement de travail de prévenir les discriminations et de les sanctionner lorsqu'elles surveillent, mais aussi finalement d'instaurer un environnement qui permet que ces discriminations n'arrivent juste pas. Donc, je passe à une deuxième partie de la réflexion sur cette intervention qui est de mentionner quelques bons réflexes à adopter, tant en tant qu'agent et agent dans les institutions patrimoniales que finalement, et c'est le rôle le plus crucial sans doute, en tant que manager d'équipe, en tant que directeur, directrice d'institution. La première chose, et voilà, la première partie de cette intervention n'a pu que le souligner davantage, c'est qu'il faut absolument faire preuve systématiquement de vigilance et de fermeté face aux actes LGBT-phobes. Toute insulte ou blague, même qui est dénuée d'intention de nuire, doit faire l'objet d'une réponse adaptée et bien évidemment mesurée en fonction de, de l'action en question. Cette lutte ne doit pas reposer sur la personne elle-même qui subit les actes LGBT-phobes, c'est l'institution qui est responsable, donc qui a cette responsabilité d'assurer la sécurité et l'inclusion de toutes les personnes, comme l'a souligné Orphée plus tôt. Donc les responsables hiérarchiques ont ce devoir d'être particulièrement vigilants et vigilantes vis-à-vis de ces propos et de ce type de plaisanterie, intervenir, susciter une prise de conscience et assurer la protection de chacun et chacune de ces agents. Il en va de même lorsqu'il n'y a pas d'actes frontaux, mais qu'il y a vraiment juste des rumeurs qui circulent. Voilà, il faut rappeler les règles de respect de la vie privée et d'intégrité de chaque personne et potentiellement informer la personne concernée par la rumeur, leur rendre un rendez-vous individuel. Bref, je ne vais pas repasser l'intégralité des modalités RH possibles. Et donc, au-delà de cette réaction aux discriminations effectives, l'important dans le management au quotidien, c'est de créer un environnement inclusif et averti qui est indispensable pour que les personnes LGBTQIA+, puissent vivre sereinement au travail et si elles le souhaitent, et seulement si elles le souhaitent, oser faire leur coming out. Et l'exemplarité de le ou la responsable hiérarchique à cet égard est vraiment importante. Voilà, le fait d'avoir quelqu'un d'un supérieur ou une supérieure hiérarchique directe bienveillant ou bienveillante à l'expression de son orientation sexuelle et de son identité de genre est considéré pour la majorité des sondés comme un des leviers majeurs pour favoriser la visibilité et l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Cette exemplarité ne doit pas se manifester seulement lorsque vous avez la connaissance qu'une personne LGBTQIA+ est dans les services. Toutes les personnes ne sont pas systématiquement visiblement out, quelle que soit leur identité. Donc c'est important d'instaurer un climat général de confiance et de respect par des actions globales de formation qui s'effectuent, quoi qu'il arrive, qu'une personne soit visiblement présente ou non. C'est finalement la même logique que celle de l'accessibilité universelle. L'important, c'est d'avoir un environnement global inclusif. Et donc cette exemplarité passe d'abord par le langage, par des petites actions, par le fait de montrer visiblement qu'on est une personne sensibilisée à ces sujets. L'exemplarité du langage et du comportement, ce sont des facteurs clés d'une politique de diversité réussie. Ça garantit un cadre de travail respectueux des différences où chacun et chacune peut s'épanouir. Donc ça passe par le fait de
juste dire les termes. Euh, lesbienne, ça n'est pas un gros mot. Le fait d'employer les mots qui désignent les identités de chaque personne dans son discours, le fait de ne pas juste dire homophobie, mais de dire LGBT-phobie, de parler de transphobie, de lesbophobie, de nommer les différentes discriminations et les différentes identités contribue à instaurer ce climat et à lutter contre l'invisibilité. La visibilisation, c'est la première étape, mais c'est une des étapes primordiales et importantes. Parler aussi, enfin voilà, lors des journées dédiées, comme celle de la Marche des Fiertés, comme de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le 17 mai, je vais pas le dire en anglais, le jour de visibilité trans. Évoquer l'existence de ces journées et prendre la parole au moment de ces journées sont des bonnes occasions aussi de montrer cette sensibilisation. On peut penser, par ailleurs, ça passe aussi par la communication. L'ICOM crée toujours des posts et des stories spécifiques sur ses réseaux sociaux à l'occasion de ces journées-là. Ça fait partie des actions possibles. Euh, donc, parler de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre permet de sensibiliser l'ensemble des collaboratrices pour que ces sujets ne soient plus tabous et permet de mettre les personnes en confiance. Euh, et donc, dans cette continuité d'exemplarité du manager, la formation des agents et des agentes, c'est le deuxième enjeu essentiel. Il est important de mener des opérations de sensibilisation de l'encadrement et de l'ensemble du personnel. Euh, c'est d'autant plus important que parfois on croit être renseigné et finalement ce n'est pas forcément le cas. Comme le montre l'écart qu'il y a entre la vision des actes LGBT-phobes entre les personnes concernées et les personnes non concernées. Il y a 34% des salariés non LGBT qui disent qu'ils ont entendu des expressions LGBT-phobes dans l'organisation, alors qu'ils sont 55% parmi les personnes LGBT, ce qui montre cette différence de perception. Il est important d'informer spécifiquement les acteurs clés de l'institution, qui sont donc évidemment la direction et le personnel encadrant, mais aussi l'infirmerie, le secrétariat et surtout la formation des ressources humaines est essentielle. Donc, comme l'a souligné Orphée, je ne vais peut-être pas du coup détailler, mais pour que les problématiques propres aux personnes LGBTQIA+ soient prises en compte. Donc les congés maladie pour les opérations de transition, les congés parentaux pour les familles homoparentales, voilà, toutes ces questions. Également pour les suivis de modifications administratives lorsqu'il y a des transitions. Et c'est aussi important dans les processus de recrutement de bien former les RH sur ces questions. Mais après, il y a aussi beaucoup d'autres actions dans les équipes qui sont possibles, donc notamment nouer le dialogue et sensibiliser les instances représentatives du personnel à ces enjeux pour qu'elles s'en emparent et qu'elles s'en saisissent de leur côté. Sensibiliser les équipes de communication à l'utilisation d'images représentatives de toutes les diversités et d'un langage égalitaire dans la communication interne et pas seulement externe. Proposer la prise de parole de personnes LGBTQIA+, lors d'interventions en interne ou en externe, etc. Euh, et dernier point d'horizon sur les actions structurantes possibles sur le long terme, c'est le fait de nommer des référents à ces questions précises, de mettre en place des dispositifs internes, de cellules d'écoute comme Allodiscrim qui existe au niveau étatique, mais qui doit être mise en place plutôt dans les institutions au niveau territorial, de donner accès aux ressources aussi qui permettent d'avoir plus de renseignements sur les discriminations, de donner les ressources externes aussi, les possibilités de contact avec le défenseur des droits, les associations de droits des victimes, etc. Pourquoi pas la signature d'une charte également. Et après, plein de petites actions sont possibles au niveau même de la structure de l'institution, comme par exemple le fait de dégenrer les sanitaires, ce qui est un enjeu pour les personnes trans et non binaires. Euh, Et pour mener toutes ces actions, le plus important reste de s'entourer, parce que bien évidemment, on peut lire tous les guides qu'on veut, on peut accumuler toutes les ressources qu'on veut. L'important, c'est aussi de travailler avec des personnes qui ont l'habitude et qui font finalement leur tâche quotidienne de lutter contre les discriminations et de favoriser des environnements inclusifs. Donc, collaborer avec des associations pour s'organiser au niveau des pratiques professionnelles des institutions est important. Donc, on en a cité quelques-unes et vous en avez d'autres à l'écran. Donc, SOS Homophobie, l'Autre Cercle, l'association Coming Out, etc. Le ministère de la Culture est partenaire de plusieurs associations. Au niveau territorial, il y a toujours un réseau très actif. Donc, voilà, il est important de se renseigner à cet égard.
Et pour pouvoir les solliciter, il y a également des entreprises comme Coming Up qui proposent des formations, des actions de sensibilisation de manière évidemment payante, mais payez aussi les associations, s'il vous plaît. Euh, et pour conclure, au cours de ce travail qu'on a mené pour cette intervention, on s'est intéressé à l'existence ou non d'associations professionnelles, plus spécifiquement dans le contexte patrimonial. Il s'avère que pour l'instant, il n'existe pas. Donc on peut espérer que cette journée, cette intervention et les interventions précédentes sera l'occasion peut-être de donner un élan pour constituer cette association. Mais une initiative existe actuellement dont je vais laisser Orphée vous parler. Oui, donc en fait, c'est l'année dernière, il me semble, les élèves administrateurs, administratrices, et conservateurs et conservatrices de bibliothèques de l'Institut national des études territoriales ont créé l'association Territoire de fierté, dont vous avez le logo à l'écran, et qui a pour objectif de s'engager en faveur de l'inclusion, la solidarité de toutes et toutes les agents et agentes, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre, au sein et en lien avec les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Donc pour le moment, c'est en construction. L'association vient d'officiellement ouvrir ses adhésions aux extérieurs. Donc on n'est pas obligé d'être élève de l'INET pour pouvoir y adhérer. Plusieurs projets sont en cours. D'abord une newsletter des actions LGBT dans les collectivités, mais aussi un podcast qui a plusieurs épisodes sortis maintenant, qui s'appelle Parlons Inclusion, qui s'intéresse au traitement des enjeux LGBTQIA+, par les collectivités territoriales, aussi bien dans leur fonctionnement interne que leur politique publique, en interrogeant des acteurs et des actrices variées des territoires, donc des cadres, des agents, des élus, des chargés de mission diversité, etc., etc. Et un autre projet est celui de concevoir un guide opérationnel pour donner aux collectivités et à d'autres organisations publiques des outils de lutte contre les LGBT-phobies afin de créer un environnement de travail sain, inclusif et respectueux pour assurer le bien-être au travail de tous les agents et agentes.